Lundi 29 décembre 2014. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, le perchoir de l'Assemblée nationale, provisoirement occupé par le premier vice-président, M. Mohamed Ali Hamed. Les députés de l'Assemblée nationale ont tenu ce matin une séance plénière afin d'examiner deux projets de loi, à savoir le règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2013 et le projet de loi rectificatif du budget de l'État pour l'exercice 2014. Mais faut-il savoir qu'en raison de quelques problèmes de santé de M. Idriss Al-Naoud Ali, la présidence de l'Assemblée nationale est actuellement assurée par le premier vice-président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamed. Les députés ont été, en l'occurrence, informés de cet état de fait. Dans son mot prononcé à cette occasion, le président par intérim de l'Assemblée nationale, l'honorable Mohamed Ali Hamed, a donné des nouvelles sur l'état de santé du président Al-Naoud. Il a indiqué que son état sanitaire s'est stabilisé, qu'il se porte mieux et qu'il entame une courte période de convalescence. Le député Mohamed Ali Hamed a ajouté que M. Idriss Al-Naoud Ali reprendrait ses fonctions dès que son état de santé le permettrait et qu'en attendant ce retour, il assume l'intérim. Comme vous le savez, a-t-il dit à l'adresse des parlementaires et des ministres présents dans la salle, le président est en convalescence et se remet grâce à Dieu. Il a eu quelques soucis de santé qu'on espère, bref et bénin. Ces difficultés sanitaires du président Al-Naoud sont survenues cette semaine. En ma qualité de premier vice-président, il m'échoit donc l'insigne, quoique lourd privilège d'assurer l'intérim à ce perchoir du président Al-Naoud, et ce, conformément à l'article 8 du règlement intérieur, a-t-il indiqué. Il a par ailleurs tenu à informer la représentation nationale de la signature de demain de l'accord cadre de réconciliation entre l'USN et l'UMP suite aux différents intervenus lors des dernières élections législatives. Il a indiqué que tous les élus se réjouissent de cette excellente nouvelle et a tenu à féliciter aussi bien le chef de l'État, mais également les responsables de l'USN d'avoir su trouver un accord pour sauvegarder l'intérêt national. Lors du jour de cette séance portait sur l'examen de deux textes de loi, à savoir le règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2013 et rectificatif de l'État pour l'exercice 2014. Le député Hassan Saïd Romanet a pris la parole afin, à son tour, lui aussi d'adresser ses félicitations au chef de l'État pour avoir su trouver un terrain d'entente avec l'opposition. Il a demandé à l'hémicycle de se lever comme un seul homme pour un standing ovation afin d'applaudir le succès du chef de l'État. Après des applaudissements nourris, l'honorable Hassan Saïd Romanet a repris le fil de son intervention afin de questionner le ministre du Budget, comme vous l'avez pu voir, sur l'augmentation des dépenses publiques. De son côté, M. Abdou Sikiye s'est interrogé sur les raisons qui ont poussé le gouvernement à geler les salaires des agents de l'État. Le ministre du Budget a lui aussi répondu que l'État avait fait le choix de prioriser les investissements productifs sur les hausses des salaires des fonctionnaires, mais également de renforcer les moyens des forces de l'ordre pour faire face aux nouveaux dangers qui peuvent guetter notre société et soutenir nos troupes engagées en Somalie. Concernant le règlement définitif du budget 2013, il a indiqué que les mauvaises performances des recettes fiscales en recul de 10 milliards de francs environ par rapport à la loi initiale sont la résultante d'une baisse des recettes courantes en termes fiscaux et en dons. Elles ont eu pour origine divers facteurs nationaux et internationaux, notamment une croissance mondiale en berne qui a impacté certains postes de nos recettes. Cependant, malgré cette atonie, les secteurs traditionnels de l'économie djiboutienne, comme les ports, construction du chemin de fer, ont su tirer en os les finances du pays et ont conduit à adoucir le déficit budgétaire. Pour l'exercice 2014, le budget rectificatif de l'État est arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à 300 milliards 199 millions 285 000 francs, soit un accroissement net de 22 milliards 43 millions de francs par rapport au budget prévisionnel initial de 2014. À ce sujet, le ministre du Budget a expliqué que les recettes fiscales, par prudence, restent inchangées. La seule modification en termes de recettes intérieures est la convention signée avec les États-Unis sur la hausse de leur loyer. Quant aux recettes extérieures, elles ont augmenté de 18 milliards de francs, compte tenu des conventions de prêt signées avec l'Éthiopie et la Chine. À la fin des échanges, les élus ont adopté les deux projets de loi.
À la une également, le ministre de l'Habitat et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, a lancé hier à Dikil un projet de mise en œuvre des techniques d'adaptation des écosystèmes fragiles dans la plaine. Ce projet est financé à hauteur de 7 360 000 $ par le Fonds mondial de l'environnement. À travers ce projet, on cherche à améliorer les conditions de vie des populations vivant dans le secteur de Hanlé en apportant des réponses attendues par les communautés de Hanlé face au changement climatique. Ce projet qui sera exécuté dans la région du Dikil, mais aussi dans la région zone côtière de Tadjoura, comporte plusieurs composantes. Il est prévu de réaliser la protection des berges contre les inondations fréquentes à Hanlé et de réhabiliter les périmètres agricoles dans la région. Le projet a aussi pour objectif de réhabiliter les écosystèmes avec le reboisement des plantes locales telles que les adèles qui servent en outre en alimentation du bétail. Le développement des moyens de substance tels que l'agriculture, l'aviculture. Pour plus de précision, on écoute le ministre. Les mises en œuvre des technologies d'adaptation des écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti. Mesdames, Messieurs, votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à ces projets et souligne également vos engagements soutenus pour le renforcement des capacités des communautés en vue de relever au quotidien les défis environnementaux, socio-économiques dans cette région combien éprouvée par les aléas climatiques que vous connaissez tous. Ce projet va soulager la population de Hanlé qui fait face au changement climatique et qui a besoin d'un soutien de l'État. Le secrétaire général de l'Habitat et de l'Environnement, M. Dini Abdallah, et le directeur de l'Environnement, M. Rilash, nous donnent plus de détails sur ce grand projet. Il porte trois grandes composantes. La première composante porte sur l'eau. Comme vous le savez, avec le changement climatique, la pluviométrie baisse et le problème de l'eau devient grave. Mais lorsqu'il pleut, l'eau entraîne souvent des inondations qui détruisent les jardins, qui emportent tout ce qui est arbres et pâturage. Donc le premier volet va porter sur l'eau. Lorsque je parle de l'eau, on va peut-être soit réhabiliter les forages, soit creuser de nouveaux forages, mais surtout on va faire aussi des moyens de protection, des digues de protection contre les inondations pour protéger les forages. C'est le premier volet du projet. Deuxième volet, ça va porter sur le reboisement. Parce que dans la plaine de Hanlé, il y a beaucoup de problèmes d'érosion hydrique et éolienne. Et pour contenir le sol et pour permettre aussi aux éleveurs d'avoir du pâturage, on va procéder au reboisement des espèces locales qui existent déjà dans la région. On va essayer de les replanter. Le troisième volet va porter sur tout ce qui est activité agro-pastorale, c'est-à-dire dans les périmètres agricoles qui sont déjà là, notamment à Liébora ou Kurikoma. Nous allons réhabiliter les périmètres qui sont dégradés. Nous allons soutenir les agriculteurs de la plaine de Hanlé pour tout ce qui concerne la formation, les intrants, les équipements, et qui aura un impact très important sur les populations rurales, des sécheresses qui sont victimes de la soif. Et avec le changement climatique, leurs conditions sont en train de s'aggraver. L'objectif de ce projet, c'est de leur permettre de mieux s'adapter aux conditions climatiques qui sont nouvelles et qui sont néfastes pour les populations et pour les écosystèmes. On reste toujours dans la région de Dikil où le préfet de la région, Mohamed Chirou Hassan, a réuni le samedi 27 décembre 2014 les chefs coutumiers, les Ukal, les chefs de quartier de Dikilville ainsi que les ulama en vue d'échanger avec les sages les questions relatives au développement de la région sur le problème de la sécurité, l'absentéisme des élèves au lycée et collège et les sensibiliser sur la lutte contre la délinquance et la débauche constatée chez certains jeunes. Ont également pris part à cette réunion les responsables des services de police adjudant, Mohamed Hassan de la gendarmerie adjudant, Mohamed Abdelrahman Ousmane, le chef de la douane du Qallafi, Abdallah Mohamed, le représentant de l'ONEAD, M. Ahmed Ali Kamil, ainsi que les autres services. Le préfet de la région, qui a évoqué les activités réalisées au cours de l'année 2014, a pris bonne note des doléances présentées par les sages, que ce soit
dans le domaine de l'eau, de l'électricité, de la santé, l'éducation, de manque d'emploi des jeunes au sujet du commerce ou des transports. Les sages ont fait part de leur disponibilité pour travailler étroitement avec les services de l'État pour veiller à la sécurité dans les quartiers et dans les différentes zones rurales. Ils ont condamné fermement la délinquance et la débauche qui sont proscrites par notre religion et nos coutumes. Des sensibilisations auront lieu à ce sujet dans les quartiers et dans les mosquées. Autre nouvelle du pays, la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture, en partenariat avec l'UNICEF, a organisé hier une cérémonie de distribution des kits d'hygiène à Galaptissane, une localité située entre la banquise de la Cassale et le village de Balho, pour une population estimée à quelques 200 ménages. Ces dons octroyés par la direction d'hydraulique rurale se composent de fûts en plastique de 20 litres, des jerrycans de 20 litres et de seaux, ainsi que des produits de traitement de l'eau à domicile qui rend l'eau trouble, plus claire et transparente. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les jerrycans et fûts permettent à ces personnes de bien conserver l'eau. L'objectif de ces dons est d'améliorer la condition d'accès à l'eau potable et le mode de stockage à domicile pour aider la population vulnérable de Galaptissane qui s'approvisionne des retenues d'exavacation et des citernes enterrées. Cette délégation qui a remis ces aides était conduite par la directrice de l'hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman Ahmed. Elle était accompagnée par plusieurs responsables de la direction, tels que le chef de service de gestion d'eau, Mohamed Qolah Walieh, le chef de subdivision de la qualité d'eau, Abdellah Wata, et d'autre part, le sous-préfet de la région de Dora, M. Abdellah Kamil, un élu de la région, M. Ali Dini, ainsi que des chefs coutumiers de la localité et des représentants de l'armée nationale. La directrice de l'eau, Souad Suleiman Ahmed, a déclaré à l'issue de la cérémonie de remise de dons qu'avec ce geste, nous assistons nos populations dans le besoin et ceux dont la vie est si difficile. Elle a ajouté par la même occasion que ce don n'est que la première phase et d'autres aides sont à venir. On l'écoute. D'assister, de venir voir la population vivant ici, leur remettre le modeste, je dirais modeste parce que c'est des fûts en plastique, des matériels de traitement de l'eau qui nous vient de l'UNICEF, qui ont été financés par l'UNICEF. Le deuxième objectif de la mission était de venir constater l'état de lieu, comment vivaient ces gens et discuter, prendre le doléance de ces populations. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Une gigantesque opération de secours a été lancée en pleine tempête au large des côtes albanaises pour évacuer les quelques 300 personnes encore bloquées sur un ferry en feu. Un passager est mort. Le point tout de suite avec Fardos Hussein. L'incendie du ferry normand-atlantique est sous contrôle. D'après son affréteur, la compagnie grecque ANEC, au moins 197 passagers sur les 478 présents à bord ont pu être évacués. Un remorqueur italien était parvenu à s'arrimer au ferry et a commencé à le remorquer vers Brindisi, mais la corde aurait brisé. L'incendie s'est déclaré alors que le navire s'est trouvé à 35 miles au nord de l'île grecque de Corfou. Des efforts surhumains sont en cours dans cette opération très difficile, menée dans des conditions météorologiques extrêmement mauvaises, car il y a des vents de force 7 dans la zone qui s'intensifient. Les opérations aériennes vont continuer régulièrement pendant la nuit si nécessaire, explique le porte-parole des gardes-côtes grecs. Un passager de nationalité grecque est mort, sans doute en glissant d'une rampe d'amarrage. Les passagers secourus sont évacués vers le port d'Otrante. Ils sont ensuite transportés à l'hôpital de Brindisi, toujours dans le sud de l'Italie. Actualité internationale toujours, les recherches se poursuivent pour trouver trace de l'Airbus A320 d'Air Asia qui se rendait à Singapour avec à son bord 162 passagers et 7 membres d'équipage et qui avaient disparu des écrans radars. 42 minutes après son décollage de Surabaya en Indonésie hier, 24 heures après le dernier contact enregistré d'Airbus,
de la compagnie Air Asia. Les recherches ont repris ce lundi 29 décembre pour retrouver l'appareil disparu au large de l'Indonésie. Écoutez ce commentaire de Hidayah Mohamed pour la suite. Le ministère des Transports précise dans le journal indonésien Kompas que les contrôles aériens auraient donné la permission à l'avion de tourner à gauche, mais lui aurait interdit de prendre de l'altitude et de monter de 30 000 à 38 000 pieds, comme celui-ci les demandait. L'Australie, Singapour et la Malaisie ont dépêché des avions et des bateaux pour participer aux opérations de recherche qui dirigent maintenant vers l'est de l'île de Belitung, une île indonésienne de la mer de Java située au large des côtes orientales de Sumatra, a indiqué Tatank Zainuddin, chef adjoint des opérations de l'Agence indonésienne de recherche et de secours. Les autorités indonésiennes n'ont cependant pas caché leur pessimisme quant à la destination de l'appareil. Il est probablement au fond de la mer, ont-elles reconnu ce matin. Les autorités indonésiennes ont par ailleurs annoncé qu'elles allaient contrôler le fonctionnement d'Air Asia en Indonésie afin de s'assurer qu'il soit meilleur à l'avenir. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur la Une.